Bonjour et bienvenue à notre table ronde sur notre stand de l'AREF consacrée à la régulation des contenus sur Internet. Donc sujet qui a fait l'objet de lois récentes et de règlements européens en série. Et donc l'heure est peut-être venue de faire un premier bilan de où en est-on sur ces questions. Donc pour cela nous recevons Virginie Duby-Muller qui est députée droite républicaine de la Haute-Savoie, spécialiste des sujets numériques et qui faisait partie de la commission spéciale de la loi Sren. Et nous recevons également Majdeline Chablaoui, qui est directrice juridique de Dailymotion, donc une plateforme de vidéo française, qui est au cœur du sujet, puisque c'est elle qui doit mettre en place toute cette régulation. Et donc, c'est important, c'est intéressant de voir un peu, effectivement, comment la volonté politique se transforme en action. Donc, première question pour vous, Virginie Duby-Muller. Quelle vision avez-vous du paysage de la régulation qui est en train de se mettre en place, qui est déjà bien avancé, mais où il reste peut-être encore des choses à faire, des choses à améliorer. Donc, où en est-on un peu ? Merci. Donc effectivement, je dirais que le Parlement a beaucoup travaillé sur ces sujets de régulation de l'espace numérique ces dernières années, sur un certain nombre de sujets. On reviendra peut-être sur la question des influenceurs, sur la question de la protection des enfants. On a vu un certain nombre, j'ai envie de dire, de dévoiements. Évidemment, l'espace numérique est un espace que nous apprécions tous, mais on a vu un certain nombre de dérives en matière de cyberharcèlement, en matière d'arnaque, en matière d'appel à la haine, et il fallait évidemment un cadre normalisé pour l'ensemble des pays européens. Il y avait déjà des initiatives qui avaient pu être prises dans certains pays, mais il fallait une harmonisation, et c'est notamment l'objet de ce texte SREN pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Nous avions donc débattu ce texte dès l'année dernière à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est un texte quand même conséquent parce qu'on a à peu près 80 articles avec des sujets quand même assez variés, mais on a un certain nombre, j'ai envie de dire, de dispositions qui sont introduites pour réguler justement cet espace numérique à partir de dispositions européennes sur un certain nombre de textes en matière de plateforme, parce que là aussi il y avait des choses quand même assez différentes. Donc ce texte a permis d'arriver à un équilibre et a fait un certain nombre de propositions avec notamment le filtre aussi anti-arnaque et a transposé notamment des règlements DMA, DSA en lien bien sûr avec les plateformes pour qu'on ait un cadre harmonisé sur l'ensemble des pays européens et pour répondre évidemment de façon efficace aux difficultés que les citoyens peuvent avoir. Et j'ai envie de dire, on avait surtout à cœur de protéger les plus vulnérables et en particulier les enfants. Et ce sera peut-être un sujet bien sûr que l'on développera plus tard. Et donc vous, Majdeline Chablaoui, comment est-ce que vous voyez cette régulation? Comment, quelque part, elle vous arrive? Et comment vous arrivez finalement à la mettre en place, à l'implémenter chez Dailymotion? Merci déjà de m'avoir invité. Excusez-moi, je pensais que c'était fait déjà. Merci de m'avoir invité. Donc oui, nous on a accueilli cette nouvelle régulation avec, honnêtement, on a toujours soutenu les efforts, notamment européens et principalement français, sur la question de la régulation des plateformes. Parce qu'on considère que... Oui, ça marche pas trop. Excusez-moi. On considère effectivement que les plateformes ont un rôle très important à jouer dans notre société et notamment dans le débat démocratique. Et c'est d'ailleurs un des positionnements de Dailymotion. Dailymotion a changé son positionnement depuis environ 1 an. Et c'est vrai qu'on a vraiment à cœur on cherche à avoir plus de transparence, on cherche à ce que les plateformes soient plus responsables, on milite pour un rôle important des plateformes. Les plateformes doivent jouer un rôle important dans la société. Et c'est vrai que le DMA et le DSA notamment sont 2 textes que nous avons soutenus à cet égard parce que ça correspondait à notre ADN finalement. On considère qu'une plateforme telle que Dailymotion, nous on cherche vraiment à ouvrir les débats, ouvrir les perspectives, inviter au débat démocratique dans un cadre bienveillant, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et donc tous finalement les efforts de modération qui nous sont imposés désormais par le texte n'ont pas été trop coûteux pour nous à cet égard, puisque ça correspondait finalement à des efforts que nous voulions faire au regard de nos valeurs et de ce qu'on cherche à mettre en place. Donc, un certain nombre de sujets, finalement, effectivement, ont été abordés lors de ces différents textes. Il y en a un notamment pour lequel la France est en avance et que l'Europe est en train de reprendre, c'est celui des influenceurs.
Donc justement, comment voyez-vous un peu la destination? Est-ce que finalement, pour une fois, la France est un modèle sur lequel l'Europe doit s'aligner, ou est-ce que des choses seraient un peu à améliorer en profitant justement de ce passage à l'échelle européenne? Alors, sur cette question de l'influence commerciale, effectivement, c'était un sujet important. Je rappelle qu'il y avait déjà une loi qui avait été mise en place pour les mineurs, parce qu'effectivement, sur les moins de 16 ans, il y avait parfois des abus. Et moi-même, je suis mère de famille et je me souviens de certaines vidéos sur les plateformes où vous aviez des enfants qui étaient mis en scène avec des parents pour vendre des jouets notamment, et on ne précisait pas qu'il s'agissait de promotion commerciale. Donc là, il fallait d'abord évidemment protéger ces enfants avec la loi sur l'exploitation commerciale pour les enfants de moins de 16 ans. Et qu'ils aient aussi ensuite la liberté d'avoir un droit à l'oubli, parce que parfois les enfants, on va mettre des photos d'eux et lorsqu'ils vont être adultes, eh bien, ils seront peut-être plus consentants à ce moment-là de se voir en petite tenue et autres. Donc ça, il y avait des choses qui avaient été faites pour les enfants. Et à partir ensuite, eh bien, encore une fois, souvent, vous savez, le législateur, il intervient a posteriori. En fait, on constate qu'il y a eu des arnaques, qu'il y a eu des influenceurs qui ont promu des produits pour lutter contre des cancers, qui ont défendu certains médicaments qui servaient par exemple à traiter le diabète pour faire des régimes. Et donc on s'est dit, évidemment, on ne peut pas laisser ces personnes vendre des crypto-monnaies, etc. Et il faut réguler le secteur de l'influence commerciale, qui était un maquis puisque rien n'était fait. Donc à partir de là, ce texte, qui est d'ailleurs une initiative parlementaire et une proposition de loi de 2 députés, Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte. Donc ça a été une initiative transpartisane, ce qui est quand même quelque chose d'assez atypique. Mais sur ce sujet, nous y sommes parvenus avec différents objectifs. Déjà de définir ce qu'était l'influence commerciale. Et rappeler aussi qu'il y a un métier désormais, c'est celui d'agent d'influenceur. C'était quelque chose de nouveau. Ça a obligé du coup le secteur à se structurer. Et il y a un syndicat, notamment une fédération professionnelle, l'UNIC, qui a voulu évidemment travailler avec nous pour échanger et aussi être force de proposition. Et il y a eu ensuite un certain nombre de définitions sur qu'est-ce qu'un contrat, l'obligation aussi de faire figurer, lorsque vous êtes influenceur, le fait qu'évidemment c'est une publicité ou que derrière évidemment il y a un contrat. Et ceci doit apparaître de façon très apparente évidemment sur la vidéo ou le contenu, pour que la personne qui regarde en soit totalement informée, en toute transparence, vous l'avez évoqué. Et puis il y a aussi évidemment toutes les questions de sanctions avec la DGCCRF et d'autres services pour évidemment contrôler lorsqu'il y a des signalements qui ont été faits, soit par des particuliers, par des associations, des signaleurs de confiance, pour pointer du doigt évidemment des comportements qui pourraient avoir des conséquences, encore une fois, sur des personnes vulnérables, des enfants, mais pas que. Et malheureusement, nous avions reçu à ce moment-là beaucoup de témoignages de personnes qui ont été victimes. Et c'est donc pour ces victimes que nous avons fait ce texte qui était effectivement précurseur en France et dont se sont emparés d'autres pays européens. Oui, non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est effectivement très important et effectivement pour nous, Dailymotion considère qu'on a un rôle d'accompagnement. Alors Dailymotion n'est pas à date, ou jusqu'alors, en tout cas jusqu'à l'année dernière, était plutôt une plateforme tournée vers des contenus professionnels. C'était une stratégie qu'on avait prise. Dailymotion, on a aussi une technologie lecteur vidéo et on représente 90% à peu près des médias français d'ailleurs nous utilisent. Mais on a recentré d'ailleurs le débat, la stratégie vers l'attraction des créateurs, ce que nous on appelle créateurs et non pas influenceurs. Mais c'est très important pour nous d'ailleurs que le législateur ait un rôle de définition. Ce qui est très compliqué pour nous, c'est finalement quand une loi n'est pas assez précise, parce que c'est la définition, et vous en avez mentionné tout à l'heure Virginie, est importante pour nous. Sur le travail des influenceurs tel que cela est défini actuellement, nous c'est vrai qu'on considère que notre rôle, on a une responsabilité à jouer, et d'ailleurs on a développé différentes fonctionnalités permettant aux influenceurs, aux créateurs de leur faciliter la mention de la collaboration commerciale. C'est qu'au moment où ils mettent en ligne leurs vidéos, ils ont juste à cliquer pour un bouton pour que finalement la mention apparaisse, puisqu'on considère que c'est de notre rôle d'encourager et d'accompagner cette transparence. Voilà. Autre sujet qui est monté depuis la loi Sren encore plus, c'est tout ce qui concerne la qualité du débat public, avec tous les enjeux autour de la désinformation, de l'ingérence étrangère,
des bulles de filtre et quelque part d'une ambiance devenue délétère. Donc comment est-ce qu'il ne faudrait pas, Virginie Duby-Muller, remettre le sujet encore sur la table, parce que ça a pris des proportions vraiment inquiétantes? Alors oui, effectivement, ça c'est un sujet pour le débat démocratique. On a eu une campagne européenne récemment, des campagnes législatives, et on a vu à quel point, évidemment, le numérique était un outil extrêmement important sur lequel se développent parfois des fake news. Donc là aussi, il faut mieux réguler les choses. Il y a pas mal aussi, on a des puissances étrangères, bien sûr, qui se servent du web à travers des algorithmes pour là aussi diffuser voilà, certaines théories, certaines informations. On voit ce qui s'est passé sur la guerre en Ukraine. La France a pu en être victime à un moment donné sur certains épisodes, et le ministère de la Défense, par exemple, avait dû démentir. Aujourd'hui, nous avons Viginum, donc qui est un organisme d'État qui permet aussi de travailler sur ces sujets d'ingérence étrangère et d'être davantage proactif, j'ai envie de dire, plus en amont. Donc les choses aussi en matière démocratique ont leur importance, et il faut évidemment qu'il y ait un travail en collaboration qui soit fait avec les plateformes. Dès qu'on a voilà, soit des contenus qui peuvent être choquants pour certains publics, je pense au moment de certains attentats terroristes, voilà, des vidéos qui ont pu voilà, être diffusées, et je sais que les plateformes essayent d'être le plus réactives possible. Et puis en matière, j'ai envie de dire, de lutte contre la manipulation de l'information. Donc là, bien sûr, il y a le rôle des plateformes, mais moi j'ai envie de dire, il y a aussi le rôle des parents, il y a aussi l'éducation aux médias, et on ne peut pas faire porter l'entière responsabilité aux plateformes. Il faut aussi éveiller l'esprit critique, et notamment des plus jeunes. Tout ce que vous dites résonne beaucoup à mes oreilles, puisque effectivement c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La lutte contre la désinformation sur Internet est quelque chose de très compliqué, parce que ça demande beaucoup de moyens. Il faut mettre en place des partenariats, ce que nous avons fait avec des médias, ou en tout cas voilà, des fact-checkers qui sont habilités à détecter en amont finalement ces contenus contenant de la désinformation et de la mésinformation. Mais finalement, en tout cas, moi je pense on peut même aller au-delà. Les plateformes finalement, via les bulles de filtre, vous l'avez mentionné Samuel, via les bulles de filtre et donc via la recommandation de contenus similaires en boucle, encouragent la polarisation des idées, enferment les gens dans certaines idées, et je pense que c'est aussi contre ça qu'on devrait lutter. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, en favorisant l'exploration et non pas l'enfermement, en ayant des algorithmes qui favorisent l'ouverture d'opinion, en proposant des contenus diversifiés et variés, qui prend même parfois le contre-pied des vidéos, de la thématique d'une vidéo, ou en tout cas du sentiment généré par une vidéo, précédemment regardée par les utilisateurs. Je pense que finalement, les plateformes effectivement jouent un rôle, et au-delà de la lutte contre la désinformation et le retrait de vidéos de manière prompte et rapide, parce que c'est ce que nous faisons tous, on devrait essayer d'aller un petit peu au-delà, et c'est ce qu'on fait notamment via nos algorithmes. Voilà. Troisième thème qui, là aussi, a beaucoup fait discuter dans la loi SREN, c'est peut-être même le plus visible, c'est la protection de l'enfance, avec un certain nombre de débats techniquement compliqués, comme celui du référentiel et de l'accès des mineurs aux sites pornographiques, qui est un vrai... Enfin, il y a une unanimité politique, mais derrière, techniquement, comment fait-on? Et là aussi, c'est peut-être un point sur lequel il faut travailler tous ensemble. Oui, absolument. On sait que chez les mineurs, et notamment les enfants de moins de 12 ans, on a quasiment un garçon sur deux qui a déjà accédé à une vidéo pornographique. Donc la question du contrôle de la majorité sur ces sites est évidemment un enjeu majeur. Après, c'est comment techniquement on s'y prend, tout en respectant évidemment un principe d'anonymat pour les personnes qui sont majeures. Et là, évidemment, on compte sur les référentiels qui seront mis en place par l'ARCOM, par la CNIL, pour trouver le bon équilibre. Il y a des solutions techniques qui sont possibles, donc celles-ci sont en ce moment examinées, et il faudra évidemment trouver cet équilibre entre respect évidemment parce qu'on n'est pas là pour être des moralisateurs, mais surtout protection des plus jeunes à des vidéos qui sont de plus en plus sans filtre, j'ai envie de dire. Mais là, encore une fois, je crois qu'il y a aussi le rôle des parents, notamment sur le contrôle parental. On a quasiment un parent sur deux qui n'est pas au courant, ou qui ne sait pas comment s'y prendre.
Donc il faut absolument, je crois, impliquer les parents sur à la fois le fonctionnement, j'ai envie de dire, des terminaux téléphoniques et autres, et mobiles. Il y a d'ailleurs un certain nombre de documents qui sont faits par la CNIL, par certains acteurs nationaux pour les accompagner. Et puis, je crois aussi avec l'éducation nationale et encore une fois l'éducation aux médias, il y a des choses à faire pour sensibiliser aussi les enfants dès le plus jeune âge sur leurs expositions ou leur surexposition, évidemment aux écrans, mais à certains sites et les conséquences voilà, que ça peut avoir par la suite. Oui, tout à fait. Finalement, la question de la protection des mineurs devrait être centrale pour nous tous. Je pense que ça l'est. Vous mentionniez notamment le référentiel de l'ARCOM. C'est vrai que des solutions techniques existent. Nous aussi, on a vraiment hâte de voir quel sera ce référentiel, parce que même si de nombreuses solutions techniques existent, elles peuvent être aussi parfois compliquées à mettre en place pour une plateforme. Cependant, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres moyens pour protéger les mineurs. En l'occurrence, des moyens qui parfois, par contre, peuvent avoir un impact économique négatif pour une plateforme. Ce sont les choix forts qu'il faut prendre. Typiquement, par exemple, chez Dailymotion, on est en train actuellement de travailler, et ça sera lancé dans très peu de temps, sur des fonctionnalités qui font en sorte que une vidéo mise en ligne par un mineur soit mise en ligne en privé uniquement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas disponible au public, elle est disponible pour soi, mais il y a des rappels, en gros des messages de prévention qui sont rappelés avant la mise en ligne de la vidéo aux mineurs pour éduquer, parce que finalement la sensibilisation, la prévention reste clé, et les plateformes peuvent jouer un rôle là-dedans. Les filtres parentaux, il suffit de l'activer par défaut. Ce que nous faisons, c'est finalement, ce n'est pas si compliqué finalement de mettre en place une politique de protection des mineurs en trouvant des moyens un petit peu, voilà, d'autres différentes méthodes que celle que juste la restriction, la restriction d'accès à la plateforme. Mais bon, nous ne sommes pas une plateforme pornographique, donc c'est vrai que l'enjeu est un peu différent pour nous malgré tout. Et enfin, dernier point qui était un peu le fil rouge depuis un certain temps et qui ne couvre pas seulement que les contenus, c'est la question de la souveraineté numérique et de la place de la France et de l'Europe et de la capacité d'avoir un contrôle et d'avoir accès à certains outils, puisque beaucoup de grandes plateformes sont soit américaines, soit chinoises, et qu'on peut prendre toutes les lois qu'on veut, on peut arriver à les toucher, mais c'est parfois long et compliqué. Oui, on connaît évidemment le poids économique et les capacités juridiques, j'ai envie de dire, de ces grandes plateformes, de ces puissances étrangères. Et il faut absolument que l'Europe se structure davantage. On a aussi des acteurs français qui font un travail remarquable. Mais je pense que pour peser, évidemment, ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne. Il faut aussi qu'on fasse des choix, évidemment, sur ce vers quoi on veut aller. On a déjà aussi des efforts qui ont été faits, par exemple sur les composants, on a eu aussi des logiques industrielles qui ont évolué. Donc ce mot de souveraineté, aujourd'hui, évidemment, on le décline aussi sur le sujet du numérique, et c'est important, mais il faut peser alors au niveau européen, et il faut aussi qu'il y ait une volonté politique pour qu'on ait des investissements aussi conséquents. On voit bien qu'aujourd'hui, le rapport de force sur l'intelligence artificielle ou sur d'autres sujets, il est quand même très déséquilibré. Donc il faut absolument continuer ce mouvement. Il y a des choses qui vont plutôt dans le bon sens, mais on est encore loin du compte. Donc moi j'espère évidemment que sur ces sujets, on a réalisé finalement assez récemment nos dépendances en matière de numérique, et il faut qu'au niveau européen on continue d'avancer. Là il y a eu des textes en matière de régulation, il y a eu des choses qui ont été faites en matière industrielle, et donc il faut poursuivre ce mouvement pour que voilà, on soit davantage maître de notre destin. On a toutes les questions aussi de cloud, on a les questions de données, donc il y a évidemment des enjeux majeurs sur le futur, et il faut que les acteurs européens et français, bien évidemment, soient partie prenante de ce débat. Oui, tout à fait d'accord. L'Europe est précurseur de toute façon, et c'est vrai qu'on soutient vraiment tout accès à la régulation parce que c'est important de responsabiliser les plateformes. Et c'est juste qu'en faisant ce travail, il est important, et c'est pour ça que les plateformes doivent aussi faire partie du débat, y compris les plateformes de taille plus intermédiaire.
Et il est important que les plateformes de taille plus intermédiaire soient écoutées aussi, parce que malgré tout, la régulation peut avoir un coût un peu plus lourd pour des plateformes de plus petite taille que ces grands géants, que pour ces grands géants américains ou chinois, comme tu le mentionnais, et qui ont un impact un peu plus conséquent pour nous concernant le développement et l'innovation, le développement de nouvelles fonctionnalités. Voilà, c'est vrai que c'est important du coup de garder les plateformes, les acteurs un peu plus intermédiaires au cœur des débats, ce qu'on souhaite vraiment faire actuellement. Merci beaucoup, mesdames, pour cet échange où effectivement on voit bien que les choses avancent, mais qu'il faut avancer ensemble, c'est-à-dire que le législateur ne peut pas faire des lois toute seule et il faut aussi que les plateformes expriment leurs besoins, leurs attentes et le fait qu'elles sont souvent d'accord ou qu'elles peuvent être d'accord. Il suffit de pas grand-chose parfois pour finalement avancer ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges.